Don Rickles avait la rare capacité de faire rire n'importe qui, président stars de cinéma, et même Frank Sinatra. Mais son partenaire de scène le plus inoubliable était Johnny Carson. Nuit après nuit, leurs plaisanteries ont électrisé le Tonight Show, créant l'image d'une amitié fondée sur l'humour et la confiance. Mais lorsque Carson s'est retiré de la télévision en 1992, tout a changé. Ce que Rickles croyait qu'on lui avait promis ne s'est jamais concrétisé, et l'amertume qui s'en est suivie a perduré pendant des années. Ce n'est que vers la fin de sa vie que Rickles a révélé la vérité sur sa relation compliquée avec Carson, ce que peu de gens auraient pu imaginer. L'ascension de Don Rickles. La comédie à la base a toujours été une question de timing, d'exécution et d'effet de surprise. À l'âge d'or de la télévision, deux hommes régnaient au sommet de ce monde, Johnny Carson et Don Rickles. Ensemble, ils ont contribué à façonner la comédie moderne. À l'écran, ils avaient l'air d'être les meilleurs amis du monde, s'échangeant des coups de gueule et tenant l'Amérique en haleine soir après soir. Mais derrière le rideau, l'histoire était bien plus complexe. Né le 8 mai 1926 dans le Queens à New York de parents immigrés juifs. Rickles a grandi à Jackson Heights, où la culture yiddish était omniprésente. Il dira plus tard que le fait d'être juif a aiguisé son esprit et lui a donné l'avantage qui a défini sa comédie. Comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération, la vie de Rickles a été interrompue par la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 18 ans, il s'est engagé dans l'US Navy en 1944 et sert à bord du USS Sirène. Bien qu'il n'ait jamais participé à un combat direct, la discipline et la camaraderie de la vie militaire ont laissé une impression durable et lui ont donné le temps de réfléchir à son avenir. Après la guerre, Rickles poursuit sa carrière d'acteur et s'inscrit à la prestigieuse American Academy of Dramatic Arts de New York. Il rêve de rôles dramatiques, mais les auditions ne lui apportent que des refus. La frustration l'a finalement poussé à faire de la comédie non pas par ambition, mais simplement pour rester sur scène et se rapprocher du public. Au début, Rickles fait des blagues classiques sans grand succès, puis un soir des chahuteurs perturbent son spectacle. Ces insultes acerbes non scénarisées ont suscité plus de rire que le matériel qu'il avait préparé. Ce soir-là, il a trouvé sa voie. La comédie d'insultes est devenue sa marque de fabrique. Pas cruelle, mais tranchante, laissant les cibles se sentir incluses dans la blague plutôt qu'attaquées. C'est cet équilibre qui l'a rendu inoubliable. Une percée avec Sinatra. Le moment décisif de la carrière de Rickles survient à Miami Beach, lorsque Frank Sinatra se trouve dans le public. Sans hésiter, Rickles lui lance une pique. « Fais comme chez toi, Frank, frappe quelqu'un. » La foule s'est mise à hurler. Sinatra, connu pour sa réputation de dur à cuire, a adoré. À partir de ce soir-là, il s'est fait le champion de Rickles, le présentant à l'élite d'Hollywood et lui ouvrant les portes de Las Vegas. Bientôt, Rickles se retrouve en tête d'affiches de spectacles à guichets fermés, gagnant des surnoms tels que The Merchant of Venom et avec une affection ironique, Mr. Warmth. Son discours venimeux, associé à une chaleur authentique, créait un paradoxe que le public adorait. Les fans ne venaient pas seulement pour rire, mais aussi pour se faire rôtir par Rickles lui-même. La télévision l'a rapidement adopté. Il est devenu un habitué des talk-shows et une vedette des Dean Martin Celebrity Roasts. Se moquant des acteurs, des politiciens et des athlètes, tout en laissant le sourire à tout le monde. Au-delà de la scène, il a connu le succès à la télévision et au cinéma, consolidant sa place comme l'une des figures les plus durables de la comédie. Pourtant, derrière les rires, Rickles était déçu de sa relation avec Carson. Et ce n'est que bien plus tard, alors que sa carrière touchait à sa fin, qu'il a révélé à quel point les choses étaient différentes, en dehors de la scène, par rapport à l'image que l'Amérique avait appris à aimer. Il a joué dans la sitcom Scipio Sharkey à la fin des années 1970. Avant cela, il a joué dans The Don Rickles Show, une sitcom éphémère qui mettait encore en valeur son sens aigu de la propos. Il a également joué dans des films comme Run Silent Run Deep avec Clark Gable et Burt Lancaster, prouvant qu'il pouvait jouer sérieusement lorsqu'on lui en donnait l'occasion. Et même dans ces dernières années, la reconnaissance n'a cessé d'affluer.
En 2007, il a remporté un Emmy Award pour le documentaire Mr. Warmth de Don Rickles Project, qui célébrait sa vie et sa carrière. C'était un hommage approprié à un homme qui a passé des décennies à façonner la comédie et à influencer d'innombrables artistes qui sont venus après lui. Mais derrière les rires, les apparitions à la télévision et les amitiés avec la royauté hollywoodienne, il y a une autre facette de l'histoire de Rickles dont il parle rarement en public. La douleur cachée de Rickles. Don Rickles a bâti sa carrière sur le rire. Mais loin des projecteurs, son histoire était bien différente. Le public voyait ses retours rapides, son grand sourire et son énergie inépuisable. Ce qu'ils n'ont pas toujours vu, c'est que Rickles avait une vie privée, remplie de joie et de peine d'amour. Il a connu des moments d'amour, mais aussi des moments de profonde perte personnelle. En 1965, la vie de Rickles a changé lorsqu'il a épousé Barbara Sklar. Il disait souvent, en plaisantant, que c'était elle qui lui avait permis de survivre à tous ceux qui travaillaient dans le show business. Barbara n'était pas seulement sa femme, elle était devenue son point d'ancrage. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Mindy et Larry. Don aimait être père même si, d'après sa propre fille, il n'était pas toujours l'homme le plus ouvertement expressif à la maison. Mindy Rickles a décrit plus tard son père comme étant profondément aimant, mais émotionnellement réservé. Elle a expliqué que Don pouvait inonder le monde de blagues et de rires. Mais lorsqu'il s'agissait de s'ouvrir à ses sentiments les plus profonds, il se retenait. Cela faisait partie de la face cachée de Rickles. L'homme qui pouvait se tenir devant 1 millier de personnes et rôtir sans crainte une célébrité avait souvent du mal à mettre des mots sur ses propres vulnérabilités au sein de sa famille. Elle a toutefois précisé que malgré cela, il était un père et un mari parfait. Selon elle, c'était un père très aimant. Il ne nous a jamais insultés. Son fils Larry Rickles a suivi une voie différente dans le monde du spectacle. Larry est devenu scénariste et producteur. En 2007, il a remporté un Emmy Award en tant que membre de l'équipe à l'origine de Mr. Warmth de Don Rickles Project. Ce fut un moment de fierté pour Don qui disait souvent que les réalisations de sa famille comptaient plus pour lui que les siennes. Mais 3 ans plus tard, la tragédie frappe. En 2011, Larry est décédé inopinément à l'âge de 41 ans des suites d'une pneumonie. Don Rickles a fait toute sa carrière sur le rire. Mais la perte d'un enfant est une douleur qui va bien au-delà des mots. Rickles était plus que dévasté. Et bien qu'il n'en ait pas parlé publiquement en détail, ses proches ont remarqué un changement. Son humour est resté, mais il y avait une couche plus lourde en dessous. La perte de Larry l'a marqué pour le reste de sa vie. Mais ce n'était pas le seul fardeau, car si Rickles aimait son amitié avec de nombreuses stars, il n'était pas à l'abri des conflits d'amitié. Au fil des ans, des chuchotements et des rumeurs ont fait apparaître que Rickles éprouvait des sentiments complexes à l'égard de Frank Sinatra, l'homme qui l'avait lancé dans la célébrité. Rickles n'a jamais confirmé publiquement toutes les rumeurs, mais de nombreux rapports affirment qu'il a parfois exprimé du ressentiment à l'égard du chanteur. La partie la plus choquante de ces rumeurs provenait d'allégations selon lesquelles Sinatra aurait joué un rôle sombre dans l'histoire tragique de Marilyn Monroe. Selon ces rapports, Rickles pensait que Sinatra avait exploité Monroe à Hollywood. Ces affirmations étaient controversées, et bien que Rickles ne les ait jamais formulées ouvertement devant les caméras, elles ont laissé un impact durable sur sa réputation dans les cercles hollywoodiens. Pour le monde entier, il était Mr. Warmth, l'homme qui pouvait insulter n'importe qui et s'en tirer à bon compte. Mais dans sa propre vie, il avait du chagrin, des regrets et des opinions qui ne correspondaient pas toujours à l'image que les gens avaient de lui. Pourtant, malgré ses difficultés personnelles, Rickles n'a jamais laissé le public le voir faiblir. Il montait toujours sur scène avec confiance, prêt à libérer son esprit acéré. Mais bientôt, un autre personnage va entrer dans son histoire d'une manière qui définira une grande partie de sa carrière. Johnny Carson, le roi de la télévision de fin de soirée, est devenu à la fois son plus grand allié et son ami le plus compliqué. À l'écran, leur alchimie était indéniable, mais derrière le rideau, c'était une relation marquée par bien plus que de simples plaisanteries. L'ère du Tonight Show.
Lorsque Don Rickles est monté pour la première fois sur la scène du Tonight Show starring Johnny Carson en 1965, il ne se doutait pas qu'il s'agirait de l'une des plateformes les plus marquantes de sa carrière. Ce qui n'était au départ qu'une apparition en tant qu'invité s'est rapidement transformé en un rôle récurrent, non pas en tant qu'animateur ou artiste, mais en tant que joker ultime. Au fil du temps, Rickles est devenu l'un des visiteurs les plus fréquents de Carson, avec plus d'une centaine d'apparitions, et chacune d'entre elles était imprévisible, non scénarisée et inoubliable. L'alchimie entre Carson et Rickles a fonctionné parce qu'elle était fondée sur le contraste. Johnny Carson était doux, calme et parfaitement synchronisé. Il jouait le rôle de l'homme droit mieux que quiconque dans l'histoire de la télévision. Rickles, quant à lui, était le chaos bruyant, effronté, et n'avait jamais peur de dire ce que tous les autres étaient trop polis pour même y penser. Ensemble, ils ont créé la magie. Les téléspectateurs ne se contentaient pas d'écouter les monologues de Carson, ils voulaient aussi voir ce qui se passerait lorsque Don Rickles se déchaînerait sur son plateau. L'un des moments les plus légendaires s'est produit en 1976. Carson présentait le Tonight Show comme d'habitude, lorsqu'il est allé chercher une cigarette dans sa boîte à cigarettes, posée sur le bureau, et l'a trouvée cassée. Le coupable Don Rickles, qui était apparu la nuit précédente en tant qu'invité. Sans perdre de temps, Carson a fait quelque chose de rare pour la télévision de fin de soirée. Il a quitté le plateau pendant l'émission, a traversé le hall jusqu'au studio où Rickles tournait sa sitcom CPO Sharky et a fait irruption dans l'enregistrement en direct. Le public a hurlé lorsque Carson l'a confronté devant tout le monde. Rickles a essayé de faire l'innocent, puis a transformé le tout en comédie plaidant avec Carson et plaisantant sur le fait qu'il essayait juste de gagner sa vie. Mais le moment est devenu emblématique, un morceau de l'histoire de la télévision qui reflète parfaitement leur alchimie. 2 ans plus tard, en 1978, Rickles a de nouveau volé la vedette, cette fois lors de l'émission spéciale anniversaire de Carson. Tandis que le pays se réunissait pour célébrer le règne de Carson sur la fin de soirée, Rickles a transformé l'événement en l'un de ses coups de gueule habituels. Il a taquiné Carson sur tous les sujets de sa richesse à ses multiples mariages, en plaisantant sur le fait que Johnny changeait de femme comme la plupart des gens changent de voiture. Carson, assis là avec son sourire caractéristique et sa cigarette à la main, a laissé Rickles se déchaîner. C'était la preuve que Carson lui faisait suffisamment confiance pour prendre des risques que peu d'autres auraient pu prendre. Rickles s'épanouissait également dans la comédie physique chaque fois qu'il apparaissait dans l'émission. Dans un sketch célèbre, Carson s'allongeait sur une table de massage pendant un numéro comique, surgi de nulle part. Rickles entre en trombe et interrompt la scène. Il s'est lancé dans le sketch malmenant Carson et transformant le calme de la mise en scène en un véritable chaos burlesque. Le public a éclaté de rire, et Carson, bien qu'essayant de rester dans son personnage, n'a pas pu s'empêcher de craquer. Les apparitions surprises sont devenues partie intégrante de la légende de Rickles. Il ne se contentait pas de s'asseoir dans le fauteuil et de répondre aux questions, il faisait de chaque visite un événement. Les taquineries entre les deux hommes étaient toujours vives, mais affectueuses. Rickles épinglait Carson sur son immense richesse, lui reprochant de vivre comme un roi tout en prétendant être un homme du peuple. Il plaisantait sur la série de mariages de Carson, prétendant lui donner des conseils sur l'amour tout en se moquant de ses échecs. Et Carson, à son tour, s'asseyait, laissant les insultes rebondir sur lui, jouant le rôle de l'hétéro cool et légèrement exaspéré. Le rythme entre eux était si naturel qu'on avait souvent l'impression qu'il s'agissait moins d'une interview de fin de soirée que de 2 vieux amis en train de badiner lors d'un dîner. Mais derrière les rires, il y avait une autre facette du Tonight Show. Le contrôle de Johnny Carson sur l'émission était légendaire. S'il laissait Rickles libre de ses mouvements à l'antenne, il gardait la main mise sur le choix de l'invité. De nombreux comédiens et artistes savaient que Carson pouvait faire ou défaire une carrière par une simple invitation ou un refus d'invitation. Certains craignaient même son influence. Plusieurs incidents très médiatisés ont révélé à quel point Carson était puissant lorsqu'il s'agissait de réserver des invités.
Joan Rivers, qui avait été son invitée régulière et dont il avait été le mentor, s'est retrouvé définitivement banni du Tonight Show après avoir lancé sa propre émission de fin de soirée sans l'en avoir informé au préalable. Carson ne lui a plus jamais adressé la parole et l'interdiction a duré jusqu'à sa mort. Un autre cas est celui de l'impressionniste Rich Little, qui se serait retrouvé sur la liste noire parce que Carson estimait qu'il se moquait trop souvent de lui pendant ses spectacles. Même Rickles, qui pouvait se moquer de Carson en face, comprenait les limites. Devant la caméra, il était libre de se moquer de l'attitude distante de Johnny de le taquiner, parce qu'il était rigide ou trop sérieux. Cependant, hors caméra, Carson était connu pour être un homme très différent, froid, distant et souvent peu enclin à nouer des liens d'amitié avec ses invités. De nombreuses célébrités ayant participé à l'émission ont décrit Carson comme un homme poli, mais détaché une fois les caméras éteintes. Il se mêlait rarement aux coulisses, et une fois l'enregistrement terminé, il avait tendance à se retirer dans son propre monde. Cette dynamique a rendu la relation entre Rickles et Carson unique. Contrairement à beaucoup d'autres invités, Rickles parvenait à percer la carapace de Johnny, du moins sur scène. Le public a adoré car il a eu l'impression de voir une facette de Carson que personne d'autre ne pouvait atteindre. Les rires étaient sincères et les rares moments de déséquilibre de Carson ne se produisaient souvent qu'en présence de Rickles. Cette alchimie est devenue l'une des marques de fabrique durables de la télévision de fin de soirée. Mais même si le monde entier a adoré leur amitié à l'écran, la vérité derrière le sourire de Carson était bien plus compliquée. Il n'était pas seulement le roi de la fin de soirée, c'était aussi un homme aux prises avec des démons intimes que peu de gens ont jamais vus. Les démons privés de Carson. Derrière le sourire tranquille de Johnny Carson et son sens aigu du timing se cachait un homme qui portait de lourds démons. À la télévision, il semblait intouchable, le roi de la fin de soirée qui faisait rire l'Amérique. Loin des caméras, sa vie racontait une histoire bien différente, faite de mariages brisés, de tragédies personnelles et d'un besoin presque incessant de contrôle. Carson s'est marié 4 fois et presque toutes ses relations ont été marquées par la tourmente. Son premier mariage avec Jody Wolcott s'est soldé par un désastre. Jody décrivant plus tard des accès de violence et de maltraitance émotionnelle alimentés par l'alcool. Ce que le public voyait comme un animateur charmant, Jody le voyait souvent comme un homme qui pouvait être imprévisible et effrayant. Le tempérament de Carson combiné à l'alcool a créé une vie de famille instable qui ne pouvait pas durer. Son second mariage avec Joan Copeland n'a pas été beaucoup plus facile. Joan a parlé ouvertement des habitudes de consommation d'alcool de Carson, décrivant des épisodes où il avait des trous de mémoire et manifestait ce qu'elle appelait une énorme colère à l'égard des femmes. Elle a révélé une facette de Carson que peu de personnes extérieures ont jamais vu, un homme dont les insécurités se manifestaient souvent de manière destructrice. Le mariage, comme le premier, s'est finalement effondré sous le poids de ses luttes privées. Malgré tout le succès qu'il a connu, la vie personnelle de Carson a rarement semblé stable. Il continue d'avancer sur le plan professionnel, mais en coulisses, il a des problèmes de confiance, d'intimité et de colère. L'alcool a joué un rôle intensifiant souvent les problèmes qui bouillonnaient déjà sous la surface. Chaque mariage semblait suivre un cycle similaire de charmes de conflits et d'effondrements. Carson a également connu une tragédie en tant que père. En 1991, son fils Richard est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 39 ans. Richard était photographe et l'accident s'est produit alors qu'il roulait le long de la côte californienne. La perte a été dévastatrice, mais Carson a choisi de ne pas assister aux funérailles. Il a estimé que sa présence attirerait l'attention des médias et transformerait un moment familial privé en un spectacle public. Cette décision a révélé à quel point il se débattait avec le fossé entre son image publique et son chagrin privé. Bien qu'il soit l'homme le plus visible des États-Unis tous les soirs, Carson était au fond d'une personne intensément privée et recluse. Il assistait rarement aux fêtes hollywoodiennes, évitait les longues conversations avec les invités, une fois que les caméras avaient cessé de tourner,
et préférait se retirer dans son propre environnement contrôlé. Ceux qui ont travaillé avec lui l'ont souvent décrit comme timide, voire renfermé, une fois les projecteurs éteints. Il aimait être maître de son environnement, et son obsession du contrôle s'étendait à presque tous les domaines de sa vie. Carson a trouvé des exutoires inhabituels pour libérer une partie de son énergie refoulée. Le tennis est devenu l'un de ses passe-temps favoris, un sport où la discipline, la concentration et le contrôle sont essentiels. Il aimait également jouer de la batterie et se retirait souvent pour s'entraîner afin de canaliser ses émotions. Ces passe-temps lui donnaient une structure, un moyen de gérer les parties de lui-même qui semblaient impossibles à apprivoiser dans les relations. Les contradictions de la vie de Carson le rendaient à la fois fascinant et difficile à comprendre. Il pouvait faire rire des millions de personnes d'un simple geste à la télévision, mais à la maison, ses mariages s'effondraient sous le poids de sa colère et de son détachement. Adulé par le public, il était pourtant reclus en privé, s'éloignant souvent de ses proches. Tout cela a ajouté une couche de complexité à son amitié avec Don Rickles. À l'écran, Rickles se moque des mariages de Carson, de sa richesse et de sa froideur. Le public y voyait de la comédie, mais sous ses plaisanteries se cachait un grain de vérité. C'est en partie ce qui rendait leur badinage électrique, mais cela aussi semait des graines de tension qui allaient plus tard conduire à leur propre chute discrète. La brouille entre Rickles et Carson. Même si Don Rickles et Johnny Carson ont diverti le public par leur complicité à l'écran, leur amitié n'a pas été exempte d'amertume. Lorsque Carson a pris sa retraite du Tonight Show en 1992, Don Rickles pensait que sa longue expérience de l'émission et son lien indéniable avec le public faisaient de lui un candidat naturel pour lui succéder. Pour beaucoup, l'idée de voir Rickles accéder au trône de la fin de soirée pouvait sembler peu conventionnelle, mais pour Rickles, elle était méritée. Cette attente n'est jamais devenue réalité. NBC a confié l'émission à Jay Leno, un humoriste plus jeune, au style très différent. Leno s'était forgé une réputation d'humoriste attirant l'Amérique moyenne avec une présence sûre et accessible, qui selon les dirigeants maintiendrait les taux d'audience à un niveau élevé. Dans les coulisses, la décision n'était pas seulement une question de comédie, mais aussi une question d'affaires de démographie et de stratégie d'entreprise. Mais pour Rickles, c'était une affaire personnelle. Il semblerait que cette décision l'ait laissé avec un profond ressentiment. Des amis et des collègues ont rappelé que Rickles avait parlé durement de Carson en privé au cours de ces années, l'accusant de trahison. Il aurait traité Carson de menteur pour lui avoir fait croire qu'il avait une chance d'obtenir le poste. Aux yeux de Rickles, l'homme qui avait partagé la scène avec lui pendant des décennies, qui avait ri à ses insultes et l'avait ramené sur le canapé encore et encore, l'avait abandonné au moment même où la plus grande opportunité était à portée de main. Rickles ressent plus qu'une simple déception. Il pensait que leur amitié avait été plus une performance qu'une réalité construite sur des apparences pour la télévision, plutôt que sur une véritable loyauté. Alors que la froideur de Carson hors caméra n'était un secret pour personne, à Hollywood, Rickles avait toujours pensé qu'elle était différente. Apprendre le contraire, ou du moins le croire, a été une blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. Alors que Carson profite de sa retraite, Rickles porte l'amertume avec lui. Bien qu'il ait continué à se produire, à participer à des talk-shows et à connaître le succès jusqu'à un âge avancé, le sujet de la retraite de Carson a suscité une frustration visible. Selon des rapports d'initiés, le ressentiment couvait discrètement mais de manière persistante, façonnant la façon dont il réfléchissait à ses décennies dans le monde du spectacle. En public, Rickles a continué à plaisanter sur Carson, maintenant l'ancien rythme en vie pour les spectateurs qui se souviennent de leur apogée. Pourtant, ces plaisanteries masquaient une véritable colère. Il a souvent laissé entendre que la relation que les gens voyaient à l'écran était plus une mise en scène qu'une amitié personnelle. L'affection qui semblait si sincère sous les lumières du studio ne s'étendait pas bien au-delà des caméras. Au fil des années, les sentiments de Rickles à l'égard de Carson se sont éloignés de la rivalité pour se rapprocher de la déception. L'homme qui avait été l'un des piliers de sa carrière l'avait finalement laissé sur le carreau. Lorsque la santé de Carson a commencé à décliner au début des années,
2000 Rickles portait encore le poids de ses retombées. Leur lien, qui était autrefois une pièce maîtresse de la comédie télévisée, s'était brisé, et ce qui restait était un mélange d'admiration pour le talent de Carson et de ressentiment pour la façon dont les choses s'étaient terminées. Cette histoire compliquée a rendu le moment de la mort de Carson en 2005 encore plus significatif pour Rickles. Le monde entier a pleuré la disparition du roi du late night, mais pour Rickles, c'était aussi la fin d'un chapitre rempli à la fois de rire et de douleurs non résolues. La fin d'une époque. Le soir où Johnny Carson a quitté le Tonight Show en 1992, il est parti avec une grâce que peu d'artistes atteignent. Mais dans les années qui ont suivi sa présence, s'est lentement effacé de la scène publique. Carson donnait rarement des interviews, n'apparaissait pratiquement pas à la télévision et choisissait de passer ses dernières années dans une intimité presque totale. Au début des années 2000, l'homme qui avait été le compagnon nocturne de l'Amérique vivait tranquillement, presque comme un fantôme du show business passé. Le 23 janvier 2005, ce chapitre s'est finalement achevé. Carson est mort de complications liées à l'emphysème à l'âge de 79 ans. La nouvelle a frappé le monde du spectacle comme un coup de tonnerre. Même s'il avait pris sa retraite depuis plus de 10 ans, l'influence de Carson continuait de planer sur la télévision de fin de soirée, façonnant tous les animateurs qui lui ont succédé. Cette perte a été ressentie comme la fin d'une ère culturelle, et pas seulement comme le décès d'un homme. La nuit suivante, le 24 janvier, le Tonight Show a rendu hommage à son ancien roi Jay Leno, qui avait hérité du fauteuil de Carson s'écartant de son format habituel de monologue, pour l'homme qui avait construit la maison qu'il occupait maintenant. L'épisode a rassemblé des visages familiers de l'univers de Carson, des personnes qui ont ri avec lui, travaillé à ses côtés et partagé la scène au cours de ces décennies inoubliables. Don Rickles était présent tout comme Bob Newhart et Ed McMahon, l'acolyte de longue date de Carson. Ensemble, ils ont célébré non seulement la carrière de Carson, mais aussi son impact sur la comédie elle-même. Rickles, qui nourrissait depuis des années des sentiments complexes à l'égard de Carson, a abordé l'hommage avec une chaleur surprenante. Sur ABC, il a parlé franchement, qualifiant Carson de meilleur hétéro qu'un comédien puisse espérer. Il a ajouté que Carson était un génie compliqué, une phrase qui reflétait parfaitement la double nature de l'homme, l'animateur brillant sur scène et le personnage distant dans sa vie privée. Ce n'était pas un adieu enrobé de sucre. Rickles n'a pas prétendu que leur amitié avait été sans faille ou que les tensions n'avaient jamais existé. Au lieu de cela, il a choisi d'honorer Carson en reconnaissant à la fois ses dons et sa complexité. Venant de Rickles, qui n'a jamais reculé devant l'honnêteté, cela a eu du poids, montrant qu'il respectait toujours ce que Carson avait accompli. L'épisode d'hommage lui-même a rappelé à quel point l'absence de Carson serait ressentie. Ed McMahon, qui avait passé 30 ans à ses côtés, a parlé avec la révérence d'un homme qui a perdu un partenaire et pas seulement un patron. Bob Newhart, un autre titan de la comédie, a évoqué les innombrables soirées au cours desquelles l'émission de Carson a fait battre le cœur de la culture américaine. Et Rickles, à sa manière, a rappelé aux téléspectateurs que le génie de Carson ne résidait pas seulement dans les blagues qu'il racontait, mais aussi dans l'espace qu'il créait pour que d'autres puissent briller. Pour Rickles, le moment était doux amer. Il avait passé des décennies à s'en prendre à Carson, à l'antenne, à ses mariages, à son argent et à sa distanciation. Le public avait adoré, et Carson lui-même avait semblé s'en délecter, mais derrière ses rires se cachait toujours le sentiment que leur amitié n'avait jamais atteint la profondeur que les gens imaginaient. La mort de Carson a marqué plus que la fin d'une vie, elle a marqué la fin d'une ère dans le monde du spectacle. Il a défini la télévision de fin de soirée pendant 30 ans, et même à la retraite, personne ne pouvait vraiment prendre sa place. Tous les animateurs qui ont suivi de Leno à Letterman en passant par Conan se sont tenus dans son ombre. Pour Don Rickles, cette perte était également personnelle. C'était un rappel de sa propre mortalité, de la disparition de la génération d'humoristes qui avait autrefois régné sur la culture américaine. Pensez-vous que Don Rickles aurait dû avoir l'opportunité d'animer le Tonight Show, dites-le nous,
dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo suivante sur votre écran, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne